Bonjour, je m'appelle Rima Arfaoui, je suis consultante digitale et enseignante de yoga. Soyez la bienvenue dans le podcast Le chemin des passions. Depuis plusieurs années, je rencontre des professeurs de yoga, des thérapeutes, des entrepreneurs, tous animés par leur passion et leur envie d'aider les autres. Chaque épisode vous permet de partir à la rencontre d'un nouvel expert dans son domaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit du yoga nidra et nous allons en discuter avec Philippe Birgabel. Philippe découvre le yoga nidra lors de sa formation de yoga en Inde. Il a été tout de suite très réceptif à cette pratique et chamboulé même par l'état qu'elle procure. Il développe alors une curiosité presque enfantine au sujet de la pratique, l'état étant si particulier et pourtant si facilement accessible qu'il devait en savoir plus. Il enseigne le yoga nidra depuis maintenant 10 ans et a publié le 8 septembre un livre qu'il a coécrit avec Luc Bieck aux éditions First, Yoga Nidra, se reposer, s'écouter et renaître. Dans ce nouvel épisode, vous allez partir à la découverte de cette merveilleuse pratique encore bien méconnue en France. Vous avez rendez-vous avec le Yoga Nidra. Bonjour Philippe, Bonjour Rim. tu vas bien? Très bien, merci. Je souhaite vraiment te remercier d'avoir accepté mon invitation et de prendre aussi ce temps d'échange pour parler d'un yoga qui est assez peu connu, qui, à mon sens, mérite de l'être. Je t'ai découvert surtout après ma formation de Nidra et j'ai commencé un peu à faire mes propres recherches. Je trouve vraiment ton approche assez intéressante parce que voilà, il y a toujours le traditionnel qui est là et pourtant tu as vraiment ta petite touch. J'avais très envie d'échanger avec toi, surtout à l'occasion de la sortie de ton livre. Tu nous parles un petit peu de toi, de ton parcours et puis de la manière dont le yoga est entré dans ta vie. Déjà, avec plaisir pour cette invitation. Je te remercie d'avoir pensé à moi pour ce podcast. Alors concrètement, le yoga est rentré dans ma vie en novembre 2008. Ça a fait suite à un voyage que je faisais aux États-Unis, à Austin, au Texas. Je jouais à l'époque dans un groupe de musique qui s'appelait General Bye Bye et notre chanteuse était enceinte. Donc j'ai choisi de prendre un petit temps pour voyager et il se trouve que j'avais un ami qui était en échange à Houston et qui m'avait parlé d'Austin parce que Austin est connue comme étant la capitale mondiale des concerts live. Donc c'est une ville où il y a un grand nombre de concerts par jour. Et lors de ce voyage, en fait, je faisais du couchsurfing et je me suis retrouvé à faire du couchsurfing chez une femme qui s'appelle Maranda Pleasant, qui dirige beaucoup de magazines aux États-Unis, dont des magazines sur le yoga. Et un jour, sans me prévenir, elle me dit accompagne-moi. Elle m'a pas dit où on allait et je me suis retrouvé dans mon premier cours de yoga, donc qui était un cours d'Ashtanga yoga niveau intermédiaire. J'ai eu du mal à suivre, c'était complètement nouveau pour moi, j'avais pas du tout de vision de ce qu'était le yoga ou quoi que ce soit lié au yoga. Et j'ai adoré l'état d'être dans lequel je me suis ressenti à la fin, en dépit des difficultés que j'avais eues pendant la pratique. Mais lors de Shavasana, cette sensation d'être un peu entre deux eaux m'a vraiment marqué. Et à partir de là, j'ai vraiment commencé à avoir une pratique régulière. Alors, d'abord aux États-Unis pendant un an, en démarrant surtout avec du hot yoga, donc une variante de Bikram yoga. Et de retour en France, voilà, je me suis vraiment plongé dans différents cours de yoga. Donc j'ai commencé par du Hatha Vinyasa comme beaucoup de monde. Et puis j'ai découvert le Yin Yoga à Big Apple Yoga par le biais d'une enseignante qui s'appelle Jo Ishiguro, dont j'ai adoré les cours. Et j'étais dans une période de vie un petit peu difficile. Je dirais que voilà, j'ai senti qu'il y avait une nécessité pour moi de mieux comprendre ce que je faisais en yoga et j'ai décidé de partir en Inde à Rishikesh pour faire une formation initiale en Hatha Vinyasa. Et c'est durant cette formation que j'ai découvert donc plus particulièrement le Yoga Nidra par le biais d'un enseignant qui s'appelle Uttam Ghosh, qui enseigne beaucoup en Thaïlande, entre autres, en Thaïlande et en Inde, qui je crois vit toujours en Arabie Saoudite, et qui m'a exposé le tout premier cours de Yoga Nidra que j'ai fait était en fait le petit protocole qui s'appelle Antar Muna, qui consiste à se connecter à des pensées, les pensées les plus négatives que l'on a et les pensées les plus positives que l'on a. Et ça a été un exercice très amusant pour moi parce que toutes les pensées négatives que j'avais, je me disais ah ça va Philippe t'exagères, c'est pas si horrible. Et inversement, dans les pensées très positives, finalement, je me disais ouais ça va, c'est pas non plus, c'est pas la folie, pas de quoi se réjouir à ce point-là, etc. Et c'est vrai que la manière dont je me suis senti après cette séance, ça a été vraiment particulier. Ça, je trouvais ça très mystérieux et c'est à partir de là où j'ai vraiment mis un pied pour de bon dans le yoga nidra à proprement dit. Si je resserre ta question autour en tout cas de comment le yoga nidra est rentré dans ma vie. Donc ça date vraiment de ma formation initiale en 2012. Et c'est vrai que depuis lors, j'ai vraiment étudié, ça m'a vraiment parlé. Puis bon, après,
il y a le parcours qui suit avec la rencontre de Uma Dinsmore-Tuli du Yoga Nidra Network et pas mal d'autres personnes. Mais c'est vrai que voilà, le point de départ, c'est vraiment novembre 2008 avec la découverte du yoga par le biais de Maranda Plaisante. Mais c'est super parce que le fait qu'elle ne t'ait pas dit: «Viens, on va en cours de yoga», tu es partie absolument sans a priori, donc Oui, alors là, totalement j'avais ouvert. aucune idée de quoi que ce soit, puis enfin, j'étais pas spécialement orienté, vers ce type de pratique, à l'époque, hormis le tennis et le foot, il y avait pas forcément grand-chose de physique, dans ma vie, donc ouais, c'était très amusant comme expérience. C'était un studio qui s'appelait Yoga Yoga, dans la partie sud d'Austin, puisque bon, à Austin, il y a beaucoup de salles de concert, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de salles de yoga et c'est vrai que, bah, après, c'était un environnement, très agréable aussi pour rencontrer des gens et pour mieux se mettre en lien, aussi avec l'expérience que j'avais là-bas, donc ça a été un bon point de départ, ouais. Et donc à partir de ce moment-là, tu disais donc que ta pratique devient régulière. Cette pratique, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle t'apporte dans ton quotidien? Qu'est-ce qui fait que cette pratique, voilà, devient régulière, prend de plus en plus de place? Et quand aussi tu as fait ton teacher training, parfois on a une approche qui est au départ de se dire: «Je voudrais juste approfondir mon rapport au yoga» et Mmh. finalement, on finit par l'enseigner ou Mmh. pas, hein. Mais dans ton cas, qu'est-ce qui t'a aussi amené à l'enseignement? Alors c'est assez simple, déjà bon la pratique est devenue régulière parce que, bah, sans doute comme beaucoup de personnes, j'ai relevé un mieux-être et surtout une connexion corps-esprit, dont je manquais cruellement parce que j'étais très, très dans le mental. Et c'est vrai que ça m'a vraiment permis de redescendre, et de vivre physiquement mes émotions. Je pense que c'est vraiment ça le point d'orgue. C'est le fait d'avoir une expérience concrète, tangible, de sentir que les émotions ou mes réflexions n'étaient pas que, dans le mental, mais bien localisées dans le corps puisque, à travers certaines séances de yoga, je sentais des choses partir ou venir à moi. Donc ce je j'ai très, très naturellement, c'est devenu quelque chose qui est devenu assez régulier. Après, il y a régularité et régularité, comme je le dis souvent, je pense que c'est important de faire la distinction entre, avoir une fréquence élevée de pratique plutôt le fait que la pratique demeure toujours un rituel et qu'on ait une vraie qualité d'écoute à ce qui se passe. Je dirais que voilà, moi j'ai pas forcément une pratique, hyper régulière, encore moins depuis que je suis papa, mais en revanche, à chaque fois que je me retrouve à faire du yoga, il y a une vraie qualité d'écoute qui est là et alors ça Tu parles de c'est présence là, en fait, ça veut dire qu'on peut pratiquer tous les jours, mais être dans de l'automatisme et là, ça a pas du tout les mêmes bénéfices que lorsqu'on pratique peut-être 3 fois ou 2 fois par semaine, mais qu'on est totalement présent à soi, c'est ça? Oui, même j'ai envie de dire même moins, hein, c'est-à-dire que ça peut être une fréquence moindre, mais où effectivement on est vraiment présent à ce qui se passe et on arrive à se connecter à ce que le yoga peut apporter. De mon point de vue, la pratique du yoga, c'est essentiellement une pratique qui nous permet de nous voir un petit peu différemment de la manière dont on se perçoit au quotidien, par l'expérience d'un mouvement, d'un regard, du souffle et qui crée quelque chose de une perception de soi un petit peu différente, comme si on pouvait sortir de son corps et percevoir des choses nouvelles, dans notre posture, dans notre représentation de notre corps et surtout, je dirais aussi dans cette capacité à ce qu'à un moment le mental, se calme et qu'il puisse y avoir des idées et c'est là où le yoga nidra pour moi, vient prendre une place toute particulière parce que, on n'a pas l'aspect postural en jeu, mais, c'est un état de disponibilité qui est intense et qui permet, du coup d'être vraiment en lien à ce qui préexiste à nos pensées d'une certaine manière. J'aime bien comparer le yoga nidra avec le geste d'écriture. Souvent, quand on écrit, finalement, le geste, devance notre pensée et en yoga nidra, pour moi, c'est un petit peu la même chose qui se passe, c'est-à-dire qu'on s'allonge, on sait déjà ce qui va se passer puisque pour rappel, la pratique du yoga nidra est une pratique d'anticipation. On n'est pas censé avoir, nécessairement quelque chose de nouveau à chaque fois, de nouvelles méthodes, de nouveaux mots, de nouveaux trajets et c'est justement parce qu'on sait ce qui va être dit qu'on peut être dans un état de disponibilité et l'entendre différemment. Pour ma part, j'ai pratiqué pendant 1 an et demi stricto sensu le même enregistrement et j'entendais à chaque fois des choses différentes. Donc c'est une pratique aussi qui pour moi, est extrêmement intéressante et vient remettre en question, la question de la répétition. Souvent on envisage la répétition comme quelque chose d'ennuyeux alors qu'en réalité, on a besoin de rituels, de choses répétées, pour pouvoir plus facilement rentrer, Heu, ouais, dans une écoute, enfin, le corps est relativement feignant et le corps fonctionne mieux quand il a des rendez-vous à des heures fixes, manger à heure fixe, dormir à peu près aux mêmes horaires, permet ouais, une meilleure perception de soi, un meilleur vécu, donc c'est vrai que souvent c'est quand même pas mal. Après, pour répondre à la question, qu'est-ce qui fait que je me suis retrouvé à l'enseigner? Bah, très simplement déjà, auparavant,
Donc quand j'étais musicien, je finançais mes tournées, grâce aux enveloppes de cours en français langue étrangère que je donnais en entreprise. Donc, avant d'enseigner le yoga, j'étais déjà dans une forme d'enseignement à autre, hein, puisque c'était la langue française aux étrangers. Mais, il y avait déjà cette portée vers, vers l'intérêt de la pédagogie et de la transmission. Et en fait, très naturellement, dès que j'ai commencé à enseigner, ça a super bien répondu. Et puis un homme qui enseigne en musique, il y avait déjà tout de suite une coloration très nette, puisque le choix d'enseigner le yoga est aussi venu, de la volonté de maintenir une pratique, musicale, alors que j'étais en train, entre parenthèses, de clôturer mon parcours de musicien. Donc ça, le yin yoga et le yoga nidra sont 2 disciplines qui permettent d'habiter le temps, de manière un petit peu différente. Donc il y a eu cette prolongation assez naturelle, et puis il y a évidemment eu aussi la nécessité, purement, financière, puisque j'étais vraiment à la jonction d'un parcours entre, l'enseignement du français langue étrangère qui commençait à me bassiner un peu, et je faisais ça depuis 6 7 ans. Les tournées de musique qui étaient passionnantes, mais où je gagnais pas suffisamment ma vie, et puis le yoga où tout simplement ça répondait tellement bien, comme, voilà, comme chacun peut le sentir, quand on est au bon endroit au bon moment dans la vie, ça répond bien à tous les niveaux, donc tant en termes d'argent que d'énergie, que de sensation de se sentir bien, donc c'est vrai qu'il y Ouais, a c'est fluide. ouais, Ouais, voilà, c'est vrai. c'était fluide. Tu as commencé par, du hatha, du vinyasa, ensuite effectivement tu as découvert le nidra pendant ton teacher training et tu as quand même une affection particulière en tout cas pour le yin et le nidra. Est-ce que c'est quelque chose qui tu as choisi, qui s'est imposé à toi ou qui s'est fait assez naturellement ou parce que tu es un peu spécialisé là-dedans quand même? Oui, alors c'est-à-dire que par rapport à peut-être d'autres enseignants ou formateurs, je suis pas dispersé pour dessous. C'est-à-dire que vraiment ce que j'enseigne, c'est, le yin, le nidra, et de manière un petit peu transversale, tout ce qui est lié, au domaine de la voix, et conjointement avec ma collègue Fiona Aidbounou, qui est vraiment une personne que j'adore et avec qui je travaille régulièrement. Ça, c'est ce que j'enseigne. Pour autant, en réalité, ma pratique, elle est plutôt ancrée dans l'Ashtanga yoga, qui est pour moi le yoga le plus complet, qui est vraiment un yoga qui s'étudie et qui pour moi apporte beaucoup. Donc je dirais que ce que je pratique le plus, c'est quand même, d'une certaine manière, l'Ashtanga yoga et le yoga nidra, qui sont 2 pratiques en fait, assez conjointes si on y réfléchit bien, puisque dans les 2 cas, on est sur 2 pratiques qui sont des pratiques d'anticipation qu'on peut répéter, quand on pratique la première séance en Ashtanga yoga. On connaît l'ordre des postures, on sait les postures, et pour autant, chaque pratique est différente, on a un ressenti du corps différent, et en yoga nidra, c'est pareil d'une certaine manière. Quand on pratique avec un enregistrement que l'on connaît, on en connaît les mots, le déroulé, la durée, et pour autant, ça reste différent. Donc je dirais que ce sont les 2 disciplines, qui sont les plus présentes. Après le yin s'est imposé à moi très fortement parce que c'est un moment de vie, où j'étais dans une rupture amoureuse dont j'arrivais pas à me remettre, et je dirais dans un moment, global de vie assez délicat. Et le yin m'a vraiment tellement apporté que ça c'est devenu, très fort pour moi, et puis je pense que j'en ai eu une compréhension, très nette, et notamment grâce à la formation que j'ai effectuée avec Bernie Clark, qui est vraiment, un excellent pédagogue. Et c'est vrai que malheureusement, en yin yoga, il y a vraiment à boire et à manger. C'est-à-dire qu'il y a malheureusement, beaucoup d'enseignants qui se proclament être enseignants de yin yoga, qui en réalité font, du yoga restauratif ou du yoga doux, mais où ils ne sont pas sur, la fenêtre de tir que l'on recherche en yin yoga, à savoir, l'exploration des limites du corps, du confort, de l'inconfort, qui implique, des temps de posture relativement longs, ou en tout cas beaucoup plus longs que ce qu'on peut, parfois voir dans pas mal de cours. Et c'est vrai que, bah, je dirais que de par le l'endroit dans lequel je me trouvais dans ma vie à ce moment-là, le yin a pris une place très forte, et ça m'a passionné, et ça continue à me passionner de transmettre ça, parce que je pense qu'il y a un enjeu, très fort sur cette question, du confort dans nos vies, et comment parfois on peut, se limiter et rester dans des zones de confort qui en réalité nous fragilisent, et inversement parfois être dans un rapport trop dur à soi, et aller toujours trop dans l'inconfort. Et je trouve que cette pratique, permet vraiment d'explorer et se réconcilier avec, l'idée de quand est-ce qu'il faut être actif, agir, et quand est-ce qu'à l'inverse on peut se permettre, de prendre un temps de recul, et être ouais, plus passif. Donc c'est vrai que le yin, voilà, dans l'enseignement, j'adore vraiment transmettre le yin, le nidra et tout ce qui est lié à la voix. Après, pour ma pratique personnelle, j'ai envie de dire d'une certaine manière, la natation ou le tennis, ont une place tout aussi importante pour moi, que les pratiques. De toute façon, la pratique du yoga ou les pratiques, physiques de manière générale, il est hyper important d'arriver à avoir, des pratiques qui vont solliciter le système nerveux, d'une certaine manière, et puis, d'une autre manière, donc de toujours jouer sur,
le système sympathique et parasympathique. De toute évidence, pour moi, on peut faire trop enfin, souvent la question m'est posée: «Est-ce qu'on peut faire trop d'Yin Yoga et de Yoga Nidra?» La réponse est bien évidemment oui, puisque c'est important de pouvoir contrebalancer ce type d'énergie. C'est-à-dire que ce qu'on observe souvent, c'est justement dans des cours d'Ashtanga Yoga, on voit beaucoup de gens, trop dynamiques, trop perfectionnistes, qui sont trop dans le détail et qui feraient bien d'aller faire du Yin Yoga et du Yoga Nidra, et inversement, parfois des personnes en Yin ou en Nidra qui sont un petit peu trop, chamallows, heu, tranquilles, avec une énergie basse, qui ferait bien de se botter un peu les fesses et d'aller faire des choses plus dynamiques. Alors après là, je te fais le parallèle. Ouais, ouais, j'entends bien et puis de toute façon, c'est comme d'habitude, hein, c'est de trouver l'équilibre, en fait. C'est ça, ces disciplines a priori, à nouveau, on peut remplacer, l'Ashtanga Yoga par un sport, dynamique, et le Yin ou l'Hydra par, de la couture ou de la broderie, ça sera très bien aussi comme pratique, plus Yin. Mais l'idée effectivement, souvent on est très enthousiaste par rapport à un style de yoga et puis on s'enferme dans une pratique. Or, la réalité est que, ben, la vie est ainsi faite qu'on n'a pas toujours les mêmes besoins au même moment de la vie, au même moment, de l'année, enfin, et que c'est pour moi, tout ça, c'est un grand panel de pratiques où il s'agit toujours c'est toujours la même question, c'est, d'être en capacité de s'écouter et d'aller vers ce qui est juste sur le moment. C'est-à-dire qu'on peut être, à un moment, on peut avoir besoin d'Ashtanga Yoga un peu non-stop, puis, se rendre compte qu'en réalité, ce qui serait bon pour soi, c'est de faire un petit peu plus de Yin à ce moment-là ou de Nidra, et c'est vrai que pour revenir sur le cœur de notre sujet qui est le Yoga Nidra aujourd'hui, dans ton podcast, ce qui est super avec le Yoga Nidra, c'est que, bah, c'est quand même une pratique qui est relativement courte, hein, puisqu'elle peut être aussi brève que 10-15 minutes, comme elle peut prendre des formes, plus longues, 30, 45, 45 minutes, voire 1 heure. Mais c'est vraiment une pratique qu'on peut placer très facilement dans sa journée, qui ne nécessite pas, d'habits particuliers, qui ne nécessite pas, de beaucoup de matériel, qui ne nécessite pas d'être fait en collectif, dans un lieu précis. Donc, c'est vrai que ça donne beaucoup de souplesse pour arriver à se donner, des temps morts ou des temps où on peut s'écouter, quoi. Alors c'est parfait puisque justement on va rentrer dans le vif du sujet. Le yoga nidra, est-ce que tu peux nous donner un petit peu de contexte, un petit peu d'histoire? Voilà, qu'est-ce que le yoga nidra? Contextuellement, comment c'est arrivé? Comment Mmh. est-ce que toi tu parles de cette pratique? Je vais essayer d'être le plus synthétique possible pour tous. Donc déjà la pratique du yoga nidra porte assez mal son nom. On ne devrait pas parler de pratique, mais d'état. Parce qu'on ne fait rien en yoga nidra autre que d'écouter une voix, donc on peut difficilement parler, d'une pratique, et surtout quand on se concentre sur qu'est-ce qu'est vraiment le yoga nidra, ce qui est sûr et certain et où on ne dit pas de bêtises en disant ça, c'est que le yoga nidra est un état de conscience modifié. On entend par là qu'on est dans une exploration d'un état qui n'est ni l'éveil, ni le sommeil, ni le rêve. Donc d'un état autre que ces 3 états de la vie quotidienne que l'on connaît tous. Si on devait parler de manière extrêmement simple du yoga nidra, c'est un voyage à travers les ondes cérébrales. D'un point de vue, scientifique, on a pu constater que lors d'une séance de yoga nidra, il y a vraiment une alternance, de présence, de prédominance de certaines ondes, au niveau du cerveau, et ce qui est intéressant dans cette pratique par rapport à d'autres pratiques méditatives, c'est que c'est absolument pas linéaire. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une course, de relais entre les différentes ondes qui nous permettent justement de pouvoir expliciter pourquoi est-ce qu'on part, on revient, on part en yoga nidra, ce sentiment d'être présent, puis absent, puis de revenir, et cetera. Mmh. Oui, c'est D'un ça. point de Mmh. vue, plus, proche des traditions du yoga, on pourrait dire que le yoga nidra est un voyage à travers les différents corps, qui existent, selon les principes du yoga, donc les différentes koshas, et que c'est un voyage de la terre vers le ciel. Si on veut préciser et toujours être, dans quelque chose de, je dirais, prosaïque, la pratique du yoga nidra, c'est une pratique, de dissociation, c'est-à-dire que l'on donne beaucoup d'indications pour que le corps physique soit localisé à un endroit précis, que le corps puisse être rassuré et se détendre, pour permettre plus facilement à l'esprit de voyager et de faire des expériences. Donc on est vraiment dans une pratique, je dirais, qui vient travailler, l'idée de la dualité corps-esprit, et qui vient générer, par son dispositif, puisque, il n'y a pas de posture à accomplir, on est sur, quelque chose qui n'est pas difficile à faire puisqu'on peut simplement s'allonger sur le dos en shavasana ou prendre une posture de yoga restauratif, et où il n'y a plus qu'à écouter une voix. Donc il y a quelque chose de très, très simple dans le dispositif qui rend cette pratique, accessible à beaucoup de monde. Mais voilà, vraiment clairement, le yoga nidra, c'est un état de conscience modifié. On entend trop souvent parler de cette pratique comme le yoga du sommeil, alors que très clairement, quand on étudie les textes, c'est, le yoga de l'éveil et non du sommeil. Donc, c'est souvent quelque chose qui est un peu dommageable pour la pratique, de la même manière que je suis, très, très las, de lire sans cesse, une séance de yoga nidra correspondrait à 4 heures de sommeil. C'est absolument pas vrai, ni scientifiquement, ni, symboliquement du reste. Mais c'est une pratique extrêmement, précieuse parce qu'effectivement, elle nous permet vraiment de nous mettre en lien,
je vais dire ça comme ça, mais sur ce qui préexiste en nous et sur nos désirs, quoi. Donc c'est vraiment une pratique de connexion à soi qui est très puissante et qui est très belle parce que très simple. C'est une véritable pratique de bienvenue et qui en réalité est vraiment, extrêmement simple puisqu'elle se réfère toujours aux éléments qui composent le monde et finalement, quelle que soit la culture de la personne qui pratique, le lieu où elle habite, son expérience de la vie, sa position sociale, son âge, c'est vraiment extrêmement accessible. Si je pouvais faire une comparaison d'une certaine manière, ça a les mêmes qualités que la musique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, de connaître le solfège, de connaître comment fonctionne la musique ou de connaître même la langue de la chanson pour être touché. On peut entendre un morceau de musique africaine et se mettre à pleurer parce que ça nous parle, ou de musique scandinave, qui est un style de musique que j'écoute beaucoup et où clairement, voilà, on sait pas ce qui se passe, mais ça nous touche, quoi. Et c'est un petit peu cette même qualité cette même qualité-là, cette même universalité, que le yoga nidra porte, en son sein. Parfois, des personnes vont pratiquer entre midi et 2 pour avoir un Mmh. petit coup de boost ou qui n'arrivent pas à dormir et qui vont se servir justement d'un audio de Nidra pour s'endormir. Oui. Et je me souviens que tu disais que c'était une pratique intelligente qui s'adaptait justement aux besoins des personnes. Tout à fait. Alors on se réfère souvent au terme, adaptogène, quand on parle du yoga nidra, c'est-à-dire qu'une même pratique, donc supposons, une pratique, X, Y ou Z enregistrée en fonction du moment, à laquelle, vous la pratiquez, va vous apporter un besoin, qui correspond aux besoins du moment. C'est-à-dire qu'avec une même pratique, on peut obtenir un petit coup de boost, comme tu viens de le dire, au milieu de journée. Peut-être que cette même pratique, hein, sans qu'elle change d'un iota, va permettre de plus facilement s'endormir. C'est-à-dire que l'idée est que cette, pratique puisse répondre aux besoins du moment de la personne et c'est en cela qu'elle est intelligente, c'est que dans sa structure et dans son fonctionnement, elle a toujours pour but de relâcher le système nerveux et permettre qu'il y ait un afflux d'infos et je dirais un afflux d'énergie, que ça soit une énergie plutôt pour s'endormir, que ça soit une énergie pour pouvoir poursuivre, sa journée. Pour te faire part d'un exemple personnel, quand j'enseignais le français langue étrangère, j'avais des très longues journées et pour moi, je pratiquais très souvent entre 15 et 16 parce que c'était, un temps où je pouvais, m'enfermer dans une salle et où j'avais une pause entre 2 cours et clairement, mon usage du yoga nidra à cette époque était d'avoir un petit coup de boost pour terminer mes journées. Mais je pouvais me servir de la même pratique puisque comme je te le disais, j'ai pratiqué avec le même enregistrement pendant 1 an et demi, dans d'autres circonstances pour pouvoir plus facilement m'endormir ou à l'inverse pour, me réveiller puisqu'il n'est pas rare aussi d'avoir des pratiquants qui, pratiquent le yoga nidra dès le réveil. Donc c'est vrai que c'est d'ailleurs, saisissant et très étonnant de se dire qu'avec une même pratique, on puisse avoir des effets aussi différents, mais ça vient très simplement, répondre aux besoins du moment parce que, la structure de la pratique a été pensée, pour cela, quoi. Alors pendant 1 an et demi, le même audio, tu as été ton cas d'étude, quoi. Tout à fait. Bah, c'est-à-dire qu'avec le même enregistrement que je connaissais vraiment par cœur, hein, à 13 minutes 14, il y avait un chien qui aboyait, ça ne change rien. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on connaît d'ailleurs, c'est toujours ce même sujet sur la question de la répétition. On peut très bien faire un cours, de hatha ou de vinyasa qui est le même pendant un mois, et souvent la seule personne qui a peur de s'ennuyer, c'est l'enseignant parce que les élèves viennent avec, une journée complètement différente. Donc même s'ils connaissent le contenu du cours, ils vont en avoir un vécu complètement différent, en fonction de l'état dans lequel ils sont, dans l'état physique, émotionnel. Il est bien évident que si on a passé une journée avec des mauvaises nouvelles, on n'est pas du tout dans le même ressenti du corps et du mental, que si on a été dans une journée très joyeuse. Bah, c'est exactement pareil. C'est ce qui est fascinant avec cette pratique. La pratique ne change pas, mais nous, on change autour de cette pratique. Ce pourquoi à nouveau j'ai une affection particulière pour l'Ashtanga Yoga et le Yoga Nidra qui ont cette qualité d'être dans la répétition pour nous permettre justement de plus facilement sentir les petites différences qui existent en nous. Là où un cours, de Vinyasa qui change, sans cesse, finalement ne nous permet pas d'anticiper et de percevoir, avec autant de précision, ce qui se passe en nous. Mais, effectivement, la pratique du yoga nidra, pour, revenir, rebondir sur le mot, contextualiser la pratique, ce qui est intéressant, c'est que la pratique du yoga nidra, on en trouve des traces, depuis de très, très longues années, à travers différentes époques, différents textes. Mais le yoga nidra puise sa source dans les premières traces dans la poésie épique indienne, avec toujours, bah, l'idée, du monde qui sans cesse, se détruit et se renouvelle et où le yoga nidra initialement est en fait une allégorie, du Big Bang, est une allégorie, de la création du monde et du vide. Donc on est évidemment, quand on voit le mot nidra dans les textes, à l'époque, on est sur l'idée, que nidra symbolise en fait l'émergence du monde et son sommeil. Plus tard dans les textes, on commence à parler, non plus d'une allégorie entre, la création et le vide, mais quelque chose qui tend plus vers
un, un état de conscience qui serait ni du sommeil, ni de l'éveil, ni de la veille, ni du rêve. Enfin, ça, c'est une pratique qui dans les textes se définit pas vraiment, mais à nouveau, ce ne sont que des traces. Et la forme du yoga nidra tel qu'on l'expérimente aujourd'hui de manière contemporaine, on la doit véritablement à Satyananda en 1964, qui finalement, la pratique de Satyananda telle qu'elle existe et la structure de la pratique telle qu'on la pratique et l'enseigne aujourd'hui, elle est vraiment issue de 1964. Et je dirais que quand on commence à étudier les enjeux de chaque étape de la pratique, on comprend pourquoi c'est fait comme ça, pour que ça nous parvienne à nous autres occidentaux, parce que sinon, clairement, ça aurait été très compliqué, d'arriver à faire, pratiquer les gens et de transmettre cette pratique. On y reviendra plus tard sur d'autres sujets, mais ce qui est très intéressant avec cette pratique, c'est que, le contexte est que c'est bien évidemment une pratique, issue de l'hindouisme, mais qui dans son développement est complètement contemporain et extrêmement occidental. Ce pourquoi la pratique, se développe très bien, actuellement. Elle répond vraiment à des défis de la vie, contemporaine, d'aujourd'hui et elle est en réalité assez peu développée en Inde, actuellement. Donc c'est vraiment une pratique qui nous vient de loin et qui est devenue petit à petit plus proche de nous, grâce à je dirais à sa transformation et l'adaptation, de certains, enseignants et psychologues. Mais il est sûr que le point de départ, on le doit, à Satyananda sur sa formalisation et sur sa structure. Quels sont les bénéfices et les contre-indications du yoga nidra? Alors on peut parler assez simplement des bénéfices dans un premier temps. Les bénéfices, pour beaucoup de personnes, en fait, ça vient un peu poser, la question: quel est le public ou pour qui est fait la pratique du yoga nidra? Alors, on pourrait parler d'un premier public, qui est tout simplement, un public fait de gens, qui sont stressés ou qui subissent des circonstances de vie assez délicates et qui génèrent du stress. Donc un des premiers bénéfices du yoga nidra, c'est, de relâcher le système nerveux et d'être, une forme de régulateur d'humeur, qui est extrêmement efficace. C'est-à-dire si on est très agité après une séance de yoga nidra, il est probable qu'on soit beaucoup plus calme. Donc je dirais que ça apporte du calme, de la sérénité, de la clarté d'esprit. Un 2e public qui, découvre souvent le yoga nidra, bah, ça va être le public des personnes qui souffrent de troubles du sommeil. Heu, la pratique du yoga nidra est bien répertoriée et bien connue pour les personnes qui souffrent de troubles du sommeil parce qu'elle en imite beaucoup d'étapes ou de protocoles. Du coup, souvent, une pratique régulière en yoga nidra va favoriser un sommeil de meilleure qualité et un endormissement, pardon, un petit peu plus rapide. Oui, bah, tu en as beaucoup qui s'endorment d'ailleurs, hein. Oui, alors c'est pas de l'endormissement, c'est un petit peu ce qui est important de bien expliciter, c'est qu'une séance de yoga nidra ne correspond pas à du sommeil en tant que tel, puisque le sommeil est vraiment, conçu en plusieurs phases et par bloc de 90 minutes. Donc le yoga nidra va être plutôt, un moment, je dirais un seuil de vigilance qui est atténué avec l'extérieur, qui permet de se relâcher et de se reposer, mais qui n'est pas de l'endormissement. La preuve en est que c'est beaucoup plus facile de ramener, quelqu'un d'une séance de yoga nidra que du sommeil. C'est vrai. Ça sera généralement, beaucoup plus simple. Le 3e public qu'on peut, relever, qui pratique le yoga nidra, ça va souvent être, dans un cadre hospitalier pour la gestion de la douleur. Donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'infirmiers et d'anesthésistes qui se forment en yoga nidra ou qui ont une connaissance du yoga nidra pour justement, je dirais, calmer, une patientèle qui serait un petit peu, stressée à l'idée d'une opération et ou post, opération, gérer un petit peu plus facilement la douleur. Il y a pas mal de protocoles qui vont dans ce sens. Un 4e public qu'on pourrait, relever aussi, c'est celui, des personnes qui veulent faire des changements dans leur vie de manière non violente, qui ne veulent plus passer par, des protocoles, de psychothérapie verbale et essayent de vraiment passer par le corps et de travailler l'intuition et la créativité. Et ici, quand j'emploie le mot créativité, je l'emploie vraiment au sens large. Il n'y a pas besoin d'être un écrivain ou un musicien pour, travailler sa créativité. Ça peut vraiment être dans un cadre, beaucoup plus large. Et puis ensuite, je dirais qu'il y a aussi, très simplement, un public, donc le public initial pour travailler un petit peu la question de la spiritualité ou de l'éveil à soi, de mieux se connaître et peut-être encore un dernier public qui serait, bah, tout simplement, le public qui aime, ne rien faire de manière, un petit peu ludique avec l'idée de suivre un chemin, une voie et que c'est bien Se laisser agréable. porter, quoi. Voilà. D'une certaine manière, j'ai envie de dire, l'idéal serait de pratiquer sans aucun but et d'être, dans le plaisir, de ressentir son corps et son esprit voyager, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt pas mal comme programme ça, quand on y arrive. Mmh, tout à fait. J'aimerais bien rebondir sur ce que tu viens de dire sur la partie, médicale. Parce qu'effectivement, et ça tu en parles aussi dans ton livre,
il y a quand même une façon de pouvoir accompagner, des personnes, Mmh. qui, par exemple, des pathologies graves avec le Nidra et ça, en fait, je prends des précautions dans la manière dont je le dis parce que là, pour le coup, j'aimerais vraiment en savoir un petit peu plus, par rapport à ton expérience. Mmh mh. C'est justement de quelle manière, avec le yoga nidra, attention, pas guérir, attention, mais vraiment juste à calmer peut-être des douleurs ou comment finalement ça vient interagir Bah, avec déjà, la dans un maladie? premier temps, il s'agit toujours d'être très clair, que lorsqu'on parle, d'une pathologie, il y a un cadre médical. Ça veut dire Oui, que le oui, yoga nidra n'est qu'un outil parmi d'autres dans le exactement. parcours de soins. Il va de soi que ça veut dire qu'on est en lien aussi avec, des professionnels de la santé et qu'on n'est pas juste à débarquer, à faire son hydra et à un peu, faire des tests. C'est-à-dire que généralement, c'est vraiment quelque chose qui est préparé, qui est, évoqué, discuté avec, le personnel médical et qui est un programme qui prend un certain temps et avec une véritable répétition des pratiques. Assez simplement, pour répondre à cette question, qui en soulève une autre, qui consiste à dire, quand est-ce que le yoga, au sens large, est thérapeutique ou pas? La réalité, c'est que tout peut être thérapeutique, puisque la personne qui fait le chemin pour que ça soit thérapeutique, c'est le patient, c'est pas celui qui enseigne. Il y a pas une formule magique de yoga nidra qui va être plus thérapeutique qu'une autre, ça c'est pas vrai. Il y a des outils qu'on peut mettre en place qui peuvent être plus ou moins hypnotiques et plus ou moins calmants, ça c'est une réalité, mais en revanche, le ce qui fait que c'est thérapeutique ou pas, c'est justement la relation, au patient, la relation au malade, la confiance qui existe entre les 2 et je dirais, l'accompagnement global que l'on a et évidemment, un bagage un petit peu en psychologie. Mais je dirais, qu'est-ce qui dans la pratique fait que ça fonctionne? Bah, à nouveau, c'est toujours pareil, c'est très simple, c'est-à-dire que cette pratique, elle permet de calmer le système nerveux et de mettre en lien, le pratiquant avec, des expériences du passé, voire du futur, qui lui permettent d'avoir un rapport nouveau à son expérience de son corps et de son identité. Si on prend, quelqu'un, par exemple, qui est dans un parcours de fin de vie, les pratiques de yoga nidra vont peut-être lui permettre de se remettre en lien avec, des moments de sa vie où son corps fonctionnait et d'être dans une idée de réconciliation que, cette personne n'a pas à s'identifier uniquement et seulement à l'identité de malade. Donc si on prend quelqu'un, je sais pas, qui souffre d'une pathologie, X, Y, Z, c'est lui permettre de sortir de cette identité de malade et de pouvoir, se remettre en lien avec des expériences positives, des expériences de plaisir notamment, qui permettent justement de se dire que, peut-être que le plaisir est encore, atteignable et encore, il est encore possible d'expérimenter du plaisir dans sa vie et notamment à l'intérieur d'une pratique de yoga nidra. Donc si on prend, par exemple un autre cas, que j'ai pu, travailler, des personnes qui ont, été dans des moments où qui ont été obèses, puis soudainement qui ont perdu beaucoup de poids, c'est d'être dans un travail de perception du corps, d'un corps nouveau à accueillir et de pouvoir, être dans une sensibilité, dans une sensualité nouvelle au corps et par le biais, d'un espace bien particulier qu'est le yoga nidra où on est vraiment dans un espace entre 2 où on peut repousser les limites du rationnel, puisque ça fait partie d'un des enjeux de cette pratique, de pouvoir parfois être, dans des moments où on repousse les limites du rationnel, de repousser les limites de ce que l'on pense pouvoir faire ou non dans sa vie, dans l'état conscient, de pouvoir, je dirais, et s'expérimenter à nouveau différemment. Ça reste, pour moi quelque chose, qui est un enjeu du yoga au sens large, c'est de toujours pouvoir faire l'expérience du soi, dans une dimension nouvelle, d'avoir des repères différents, et là, le yoga nidra dans le cadre, médical peut vraiment apporter, beaucoup parce qu'il va permettre à la personne de se voir différemment, de se sentir plus calme, d'avoir une clarté d'esprit, d'avoir vécu des expériences positives qui semblaient pas forcément possibles puisque lorsqu'on se sent malade ou, si on prend le cas des personnes âgées aussi qui est un cas hyper intéressant au yoga nidra puisque les personnes âgées ont souvent une très bonne mémoire à long terme mais pas à court terme, c'est de pouvoir, travailler ces dimensions-là. Donc il y a aussi un travail, très fort, qui est sur celui de la mémoire et de la position qu'on se donne, dans le temps. Puisqu'en gros, pour tout le monde qui écoute ce podcast, l'expérience ultime que vient, remettre en question le yoga nidra, c'est, la notion du temps. C'est-à-dire qu'il y a une question philosophique qui est incluse dans la pratique du yoga nidra qui consiste à dire: «Pourquoi est-ce qu'on considère le rêve, comme du rêve et le réel comme du réel?» Heu, à partir du moment où en réalité le cerveau ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité au moment où ça se passe, c'est-à-dire qu'on fait tous des rêves parfois qui semblent vraiment mais tellement réels que lorsqu'on se réveille, on est un peu sonné et on met un petit peu de temps à se dire d'ailleurs cette phrase: «Ah bah, ce n'était qu'un rêve». Mais quand on prend le cadre philosophique indien, il y a rien qui permet vraiment de dire, que c'est vraiment une différence puisque
le temps, n'existe pas et que nos journées de 24 heures sont des conventions sociales, bien pratiques, mais c'est pas une réalité tangible. La preuve en est qu'on enlève 1 heure par-ci par-là, à l'horaire d'été ou l'horaire d'hiver. On en fait un petit peu ce qu'on veut, quoi. Donc en tout cas, pour, resserrer ma réponse, dans le cadre médical, comment ça se passe? Bah, généralement, il y a quand même, un vrai parcours de soins qui est évoqué, discuté avec du personnel, médical et où on peut vraiment, je dirais, avoir des objectifs, hein, avec la pratique, de peut-être, voilà, calmer, un patient agité ou essayer de relier, de reconnecter la personne avec des expériences de vie, agréables et quand le corps est malade, de pouvoir, créer d'ailleurs, il y a des protocoles qui existent vraiment dans ce sens où on fait rencontrer le corps malade avec le corps sain et ils se parlent littéralement. Donc c'est des choses qui peuvent être très précieuses parce que, à nouveau, on est dans un cadre où on accepte de repousser les limites du rationnel parce que je dirais le protocole, j'emploie le mot protocole Oui. pour rester dans le domaine médical, en yoga nidra peut induire vraiment une rencontre entre 2 corps parce qu'on est dans cet état de dissociation. C'est-à-dire que l'esprit voyage, le corps est rassuré d'être à un endroit, mais il est OK d'expérimenter, d'autres sensations ou de revisiter des sensations à la lumière, du présent, quoi. Et ça, ce sont des choses que tu as déjà faites? J'ai pu le faire, dans un certain cadre, alors souvent dans de l'individuel avec une patientèle un petit peu type, donc je l'ai fait il y a 2 ans. C'est un travail évidemment qui est beaucoup plus exigeant et qui est un petit peu plus, difficile d'accès puisque souvent il faut arriver à avoir des contacts au sein de l'hôpital. Il faut effectivement avoir, déjà un parcours personnel qui inspire confiance et justifie cela. Donc c'est évidemment pas forcément accessible à tous. Après j'ai eu la chance de former pas mal de personnels soignants, notamment, à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. C'est pas nécessairement ma spécialité, mais voilà, comme je connais aussi, des musicologues qui travaillent à l'hôpital, il y a ça s'est beaucoup plus identifié, la musique, et soignants à l'hôpital, notamment auprès d'un public d'enfants malades. Voilà, il y a des portes d'entrée, ici et là. Il y a un programme, qui est extrêmement intéressant, qui est à l'hôpital de Caen, en Normandie, autour du deuil et l'idée de pouvoir promulguer, 10 séances de yoga nidra pour, accompagner les familles, dans le cadre du deuil, d'une personne proche. Donc il y a vraiment des choses qui se font en ce moment, qui sont passionnantes autour de cette pratique qui est, à nouveau, quand on parle de yoga nidra, c'est complètement une niche, hein. C'est d'ailleurs pour ça que dans la programmation, on voit souvent méditation et yoga nidra ou parce que sinon, personne ne connaît. Mais, en tout cas, dans le cadre hospitalier, ça commence vraiment à avoir une portée et il y a un intérêt réel autour de cette pratique. Ce qui est simplement dommageable, évidemment, c'est que comme ça reste une pratique de niche, il y a très peu d'expériences scientifiques qui sont faites parce que c'est encore trop petit. C'est pas ça en est pas encore là où la méditation pleine conscience est aujourd'hui ou d'autres disciplines plus connues, mais j'ai aucun doute qu'on va y venir. Alors justement, puisque tu viens de parler de méditation en pleine conscience, bah, je vais te demander, quelles sont les différences et les points communs Mmh. justement entre la méditation en pleine conscience et le nidra? En fait, c'est ce parallèle-là qui m'intéressait. Déjà, il est important de faire le petit point, immédiat que la méditation pleine conscience n'est qu'un type de méditation. Il y en a bien d'autres et qu'il y a des formes de méditation qui sont beaucoup plus proches du yoga nidra que la méditation pleine conscience. En l'occurrence, on pourrait dire que la méditation pleine conscience est très exactement l'inverse du yoga nidra. Je vais m'expliquer. Dans le programme, de méditation pleine conscience, que l'on appelle souvent aussi, MBSR, on est dans l'idée de travailler l'art de l'attention. C'est-à-dire d'être en capacité d'être beaucoup plus à l'écoute de tout ce qui nous entoure, d'être plus vigilant, aux choses que l'on perçoit pour les intégrer, dans sa vie et d'être finalement, plus calme et plus en paix avec tout ce qui est autour de nous. En yoga nidra, c'est un petit peu l'inverse. On n'est pas du tout sur l'art de l'attention, on est plutôt sur l'art de l'introspection, c'est-à-dire qu'on va contrôler que les choses existent pour ne plus avoir à y penser. C'est très différent, c'est-à-dire que, souvent une pratique de yoga nidra démarre par, une préparation et un ancrage et l'ancrage se fait en se référant à des choses sur lesquelles on ne peut pas dire non. Par exemple, est-ce que vous pouvez sentir votre corps bien installé au sol? Bah, mentalement, on se dit: «Oui, oui, je suis bien installé au sol». Est-ce que vous sentez le contact des accessoires? Oui, oui. Vous entendez les sons là à l'intérieur de la pièce? Alors on les entend. Oui, oui. Et pour ne plus avoir à s'y référer plus tard. Donc on est vraiment dans l'idée au contraire de rassurer le corps pour dire: «Le corps est fonctionnel, il entend, il voit, il perçoit et fin de l'histoire». On va à l'intérieur, justement, en se coupant de l'extérieur.
Là où en méditation pleine conscience, au contraire, on se connecte à l'extérieur pour être plus au clair à ce qui se passe et réduire son stress. Donc on n'est pas du tout dans la même, approche et dans la même pédagogie. Donc pour moi, la méditation pleine conscience et le yoga nidra sont une paire d'opposés, et ne sont pas des disciplines connexes. Là où, par exemple, des méditations de tradition, loving kindness, donc qui sont, souvent des méditations où on porte son attention, vers le monde, où on a des souhaits, plus portés vers l'extérieur et on est sur quelque chose, je dirais de beaucoup plus, collectif et généreux, peut avoir des points de chute très nets avec certaines pratiques de yoga nidra et je pense notamment à celle de l'Himalayan Institute, fondée par Swami Rama, où là, on va être sur quelque chose de peut-être beaucoup plus, universel. Mais on n'est pas du tout sur le même segment. Une différence aussi majeure, hein, qui est très importante à rappeler, c'est que souvent la pratique de la méditation pleine conscience implique une posture assise, une certaine forme de concentration qui va être difficile à tenir physiquement, là où le yoga nidra promulguera toujours une absence totale d'effort. Si on se réfère à la petite citation, de Swami Satyananda Saraswati, le corps n'est censé être qu'une armure pour l'esprit. Donc on est vraiment dans l'idée d'installer le corps de manière optimale, de sorte à ne plus le sentir. Là où finalement, en méditation pleine conscience, on va en réalité beaucoup solliciter le corps et ça va être fatigant. On a parlé des bénéfices, on a parlé on n'a pas parlé des contre-indications. Alors Est-ce qu'il y a des contre-indications? il y a les seules, contre-indications, vraiment, relevées à ce jour, c'est le public qui ne bénéficie pas vraiment du yoga nidra serait, les schizophrènes et les personnes, psychotiques. Donc je dis bien schizophrènes, cliniques avérés, et psychotiques avérés, parce que ce sont des gens qui, eux, sont déjà dans une forme de dissociation clinique. À nouveau, hein, je fais bien la distinction entre la dissociation dont je parle et la dissociation clinique, mais qui sont déjà des gens qui ne sont pas du tout, dans leur corps et dans leur esprit, qui sont dans plein d'endroits différents. Donc on n'a pas forcément envie, d'abreuver ce sillon-là, vu qu'ils sont déjà là. Mais sinon, il n'y a pas de contre-indication spécifique, c'est-à-dire tout le monde peut bénéficier du yoga nidra, les enfants comme les adolescents, comme les adultes. Simplement, évidemment, pour les enfants, ce sont souvent des pratiques adaptées et transformées, et qui voilà, adaptées à leur compréhension du monde et à leur vécu du monde. Mais sinon, il y a pas de contre-indication, à proprement dit, du yoga nidra. Parfois, le yoga nidra, ça peut provoquer justement des craintes par rapport à l'état, parce que souvent il est associé à un état hypnotique. Il y en a qui m'ont dit j'ai peur de parvenir. Mmh. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, attention, c'est juste qu'il y ait peut-être un fantasme ou des fausses croyances, ou je sais pas, ça c'est l'expérience qui le dira, c'est pour ça que je te pose la question. Alors, très clairement, c'est évidemment, très fréquent d'avoir un public réticent ou qui soit résistant ou qui ait peur et ils ont de bonnes raisons d'avoir peur, puisque l'expérience du yoga nidra, c'est une expérience de lâcher prise et d'absence de contrôle, auquel on n'est pas toujours prêt puisque dans nos vies, on est souvent dans l'illusion et d'avoir envie d'avoir l'illusion d'avoir le contrôle et de maîtriser le cours des choses. Or, en yoga nidra, on ne maîtrise pas du tout le cours des choses et c'est d'ailleurs, ce qui est bien agréable. Mais concrètement, la pratique du yoga nidra est une pratique plus ou moins hypnotique, c'est-à-dire qu'elle peut l'être ou ne pas l'être en fonction du langage utilisé et de la manière dont on habite chacune des étapes. Mais il est bien évident que la pratique du yoga nidra est une pratique de transe, mais la transe fait partie de la vie humaine. Je vais te donner un exemple. Quand on est enfant, on est très souvent en état de transe, puisque la transe n'est ni plus ni moins que le phénomène de magnifier une information, de lui donner une importance si forte que on s'isole de l'extérieur. Prenons un exemple, une petite fille joue avec un balai et elle commence à venir vers toi, à te raconter une histoire de sorcière et de tapis volant, et cetera. Elle ne fait que magnifier une information pour en créer une histoire et créer quelque chose qui est très prenant, qui va nous donner, qui va beaucoup capter notre attention. Si on prend un autre exemple, quand on est parent, parfois on appelle ses enfants, «Jérôme, à table!» et puis, l'enfant ne vient pas, c'est pas qu'il ne veut pas venir, c'est que littéralement il ne vous a pas entendu tellement il est captivé par son jeu vidéo et que son attention est prise par ça. Donc en yoga nidra, on est très souvent dans une expérience, de transe hypnotique qui est légère, hein, qui est la transe, n'est pas un état, dangereux, c'est un état, naturel en réalité de la vie humaine que l'on perd évidemment en se socialisant un petit peu plus à partir de 7 ans. Mais on a vraiment, enfin à partir de 6 7 ans, c'est une capacité de la vie humaine qui est tout à fait naturelle, c'est-à-dire de magnifier des informations. C'est ce qui fait que, bah, on a, des films, des livres, de la musique. C'est souvent on est dans un état de disponibilité et de transe qui permet, quelque chose de différent de l'habitude. Les sportifs le savent bien, hein, quand on est dans des performances extraordinaires où typiquement on arrive à jouer, 5 heures 30 sur un cours de tennis, faut mettre en place, il y a un état de transe qui se met en place, ou dans la création artistique, pour les artistes qui nous écouteront,
c'est quand même bien connu que lorsqu'on est en plein processus créatif, on n'a pas le sentiment de faim, on n'a pas le sentiment, de soif, on n'a pas besoin d'aller aux toilettes, tout est Mmh. coupé quoi, Ouais, tout tu es vraiment en immersion dans c'est ce que tu fais, inhibé. quoi. Mmh. Et donc le yoga nidra est un moment où on est en immersion et qui peut faire peur, hein. Je ne cesse de le répéter, la pratique du yoga n'est pas une pratique de bien-être, la pratique du yoga est une pratique d'expansion de conscience. L'expansion de conscience, c'est pas confortable. Donc si on n'est pas prêt effectivement à avoir des expériences qui sont différentes de celles du quotidien, bah, il est bien naturel, parfois de pouvoir avoir un peu peur de ça. En revanche, on revient toujours d'un yoga nidra, depuis 10 ans que j'enseigne, j'ai jamais eu, de gens, qui ne sont pas revenus. Alors on peut avoir des difficultés à revenir, notamment quand on suit un traitement médicamenteux. Ça, c'est arrivé, que ça prenne, un peu plus de temps, que tout le monde soit parti, qu'il faille rester 5 minutes avec la personne, mais ça se passe très bien et à nouveau, ce sont des choses tout à fait naturelles. Donc la peur, enfin d'ailleurs pour te dire, ma croyance elle est très simple, hein, ce avec quoi on travaille en yoga de manière générale, que ça soit du yoga postural ou du yoga moins postural, c'est toujours la peur. C'est ça notre matériel de travail en yoga, c'est la peur. La peur de se blesser, la peur d'être mal représenté, la peur, de paraître, incapable de faire les choses, la peur d'être moins fort, moins souple que les autres, la peur de pas avoir les mêmes expériences, la peur de pas comprendre ce que dit l'enseignant, enfin bref, c'est toujours la peur. Le sujet. Donc c'est là où justement, comme la pratique du yoga nidra est une pratique, de bienvenue et de sécurité, elle vient vraiment travailler en profondeur cette question-là. La possibilité de se sentir, heu, accepté dans sa fragilité, dans sa vulnérabilité, de pouvoir se sentir bien, de se sentir à l'aise. C'est quand même une pratique qui promeut, le confort quoi, le sentiment de confort, de pouvoir se mettre bien, de recevoir des cadeaux, des informations sans avoir à lutter, sans être, sans cesse dans l'action, sans cesse à devoir contrôler le cours des choses. Parce que la réalité, ça fait souvent rire les gens quand je le dis en formation, mais bon, la réalité, c'est qu'on sait même pas quand est-ce qu'on va mourir et on n'a pas choisi son prénom. Donc autant dire qu'on n'a pas le contrôle de grand chose. Donc, à partir du moment où on est en paix, qu'en fait, l'expérience de la vie, c'est on est, on meurt et on sait pas quand, le reste devient un petit peu plus, facile. Dit comme ça, oui. Mais l'expérience du yoga nidra peut évidemment, peut être extrêmement agréable, mais comme elle peut être, très difficile parce qu'effectivement, à l'intérieur d'une pratique du yoga nidra, on peut avoir des perceptions, de douleur, on peut revenir sur des souvenirs, sur lesquels on n'a pas envie de revenir, ça peut être très inconfortable et en même temps, ça a une vraie vertu parce qu'on revit ça dans un cadre qui est très sécurisant et où on a toujours des rappels, d'indications qui nous ramènent à notre corps ici, maintenant, qui est posé, qui est tranquille et où il se passe rien, quoi. Donc c'est extrêmement agréable, mais je trouve que c'est très important d'accueillir, cette parole de crainte ou de peur des participants parce qu'il y a effectivement, elle est réelle, hein. Je vais te donner un exemple qui m'est arrivé. Une fois, j'ai donné une séance de yoga nidra, à un groupe de personnes parmi lequel il y avait quelqu'un qui avait vraiment des très hautes responsabilités, qui était extrêmement, stressée, une femme suisse et pour qui n'a jamais la possibilité de se relâcher, de se détendre, de se reposer et qui, pour elle, a vécu ça comme une expérience très mortuaire. Parce qu'elle était absente, elle entendait qu'il y avait une voix qui parlait, mais elle arrivait pas à entendre les mots, ça la perturbait, c'était flippant pour elle. Puis il y a eu un long moment où elle entendait plus, elle est revenue. Enfin, quand on n'est pas du tout familier, à ça, il y a de quoi avoir peur effectivement. Donc souvent, à nouveau, comme le yoga nidra est une pratique de niche, quand on en parle entre nous, c'est un peu un entre-soi. Mais si on remet ça, dans le commun des mortels, finalement pouvoir partir de soi, sur commande, en 20 minutes, c'est quand même très bizarre. Dans la vie quotidienne, on a l'habitude d'aller se coucher et de se réveiller et de pas se poser la question: «Où est-ce que j'étais entre, 22h30 et 7h?» Mmh. On se C'est dit: vrai. «Ouais, c'est la vie humaine, ça s'appelle le sommeil», mais de pouvoir reproduire cet état d'absence, et je dis sur commande parce que, on se sert d'un enregistrement et petit à petit, bah, ça a tendance plus on pratique, plus ça marche. C'est quand même très étonnant de pouvoir partir de soi et de pouvoir revenir. C'est pas un truc, normal de la vie quotidienne, évidemment. Bah, c'est quand même très extraordinaire de vivre un état qui n'est ni la conscience habituelle, où on traite les informations, où on se déplace dans l'espace et cetera, où on prend des décisions, ni, le sommeil profond, puisque, bah, on voit bien qu'il y a quand même une différence, ça dure moins longtemps, c'est pas les mêmes sensations physiques, ni mentales et on voit bien non plus que c'est pas du rêve. Donc c'est quand même très spécial, hein. On est tous exposés à l'éveil, le sommeil, le rêve, ça on en a tous, une approche très tôt dans nos vies, mais une approche où on est un peu entre 2, où on entend, la voix, mais on n'entend pas les mots, on est là, mais pas là et puis si en plus on refait l'enregistrement, on sait bien qu'on est parti à tel ou tel moment de l'enregistrement, c'est quand même très particulier. De manière rapide, efficace, facile et en plus sans rien faire. C'est autant dire qu'à nouveau, c'est une des problématiques, si le yoga nidra est un peu une pratique de niche, c'est, va vendre un cours où tu fais rien, tu écoutes une voix, quoi.
C'est compliqué. Venez dans un espace, allongez-vous, mettez une couverture, écoutez-moi et il se passera rien. Bon, bah, c'est pas simple. Est-ce que tu peux nous parler de l'état hypnagogique? Alors l'état hypnagogique est un petit peu ce dont j'étais en train de vous parler. Il y a 2 états, de la vie humaine, que l'on connaît à un moment précis qui est celui de la sieste. Donc essayez de vous représenter, lorsque vous êtes en train de partir, dans une sieste, il y a une partie de vous qui est en train d'aller dans un autre espace-temps, qui n'est plus soumis aux cognitions du réel. C'est-à-dire, la position dans laquelle vous êtes sur votre lit, les couleurs, la chambre et cetera. Vous êtes en train de partir de ça pour aller dans un espace de repos ou de rêve et votre conscience, elle continue, finalement à interpréter ce qui est en train de se passer avec vos cognitions du réel, c'est-à-dire votre position, dans l'espace, les couleurs, la chambre. Et on a l'état hypnopompique qui est l'inverse, qui est celui du réveil de la sieste, où vous étiez en train de rêver et vous êtes en train de revenir dans le réel, mais votre mental, il continue à garder plutôt, la main sur ce qui était de l'ordre du rêve. Donc vous essayez de réinterpréter, le monde, donc en ouvrant les yeux, vous réinterprétez le monde, la chambre où vous êtes, votre position, mais avec le contenu, du rêve. Donc c'est une petite fenêtre de tir où on est très subjectif et c'est typiquement donc l'état hypnagogique et l'état hypnopompique sont des petites fenêtres de temps, où on peut repousser les limites du rationnel et être dans un état où on est assez suggestible à ce qui va être dit ou à ce qui est fait. C'est pour ça qu'à nouveau les rêves sont très intéressants parce que souvent d'un rêve, on va garder, un petit quelque chose, une trace qui va nous orienter pour le reste de la journée et nous orienter aussi sur ce qui se passe en nous, en fait, sur peut-être des craintes, des envies, des désirs et c'est quelque chose qu'on connaît souvent, dans la sieste. Malheureusement, souvent à la vie adulte, on a trop peu de temps pour faire la sieste ou tout simplement ça sort un petit peu de notre vie. Mais donc je répète, ce sont 2 états qui se ressemblent mais qui sont, pas exactement similaires. Donc l'état où on est en train de partir dans la sieste et on essaye de garder, notre connexion au monde avec le réel, avec les éléments qu'il y a dans le réel, donc notre position dans l'espace, les couleurs, les odeurs, la pièce où on se trouve et on a, l'état inverse lorsqu'on sort de la sieste, qui d'ailleurs peut se manifester parfois par un filet de bave ou une sensation d'avoir bavé, d'être un peu, dans le pâté et où on finalement on essaie de reprendre place dans le réel, mais avec les cognitions du rêve, c'est-à-dire, tout ce qui s'est passé dans le rêve. Le point commun qu'il y a entre le rêve et le yoga nidra, c'est l'absence d'unité d'action et de temps. C'est-à-dire que dans le rêve, c'est tout à fait OK. Dans un rêve, on est en train de manger avec sa mère, puis 2 secondes plus tard, on est au Mexique, puis 3 secondes plus tard, on est en Antarctique. Aucun problème, ça nous pose aucun souci. Et en yoga nidra, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on peut vous demander de visualiser quelque chose, mais en fait, vous visualisez complètement autre chose, puisque le cerveau est ainsi fait qu'il fait des associations concrètes ou abstraites et il y a aucune, unité de temps et d'action et ça nous pose pas de problème et c'est le fait de pouvoir passer du temps dans ces états, où on est vraiment dans un entre-deux qui j'ai envie de dire, permettent, peut-être d'obtenir des bénéfices plus particuliers en yoga nidra. Donc si je devais, resserrer le tir, finalement ce que l'on «cherche» entre guillemets, hein, en yoga nidra puisqu'en réalité on ne cherche rien, mais si on cherchait quelque chose, c'est de passer du temps dans cette petite fenêtre de tir, dans l'état hypnagogique ou l'état hypnopompique, pour avoir des expériences qui nous rapprochent, de qui on est et d'avoir un petit peu plus d'infos sur ce qui se passe en nous. J'aimerais bien qu'on se parle un petit peu de ton livre et donc je voulais savoir comment ce projet, est né? Alors le projet du livre, est né, grâce à Isabelle Delalleux, qui est, écrivaine et journaliste, qui est une pratiquante, de Yin Yoga au studio Yoga Pop Bordeaux que je gère et c'est vrai que, il c'est lié à Isabelle parce qu'elle m'a fait rencontrer Luc Biec, donc qui est écrivain, avec qui donc j'ai coécrit ce livre, hein, puisque ce n'est pas que mon livre, c'est le livre, coécrit avec Luc. Tout simplement le projet, il est né un peu en 2 temps parce que j'avais pour projet initial de traduire le livre de Richard Miller, Yoga Nidra: The Meditative Art of Yoga. Le problème, c'est que c'était très compliqué, d'avoir l'acquisition des droits et avec les Américains, c'est toujours un peu compliqué pour tout ce qui est, transfert de droits pour les livres et puis comme, Richard Miller a été aussi, impliqué dans pas mal de choses pas très positives, je me suis dit que c'était pas la peine et puis c'est à ce moment-là où un peu, sous l'impulsion, d'Isabelle et Luc, et de Uma aussi du Yoga Nidra Network qui m'ont un peu incité à me dire: «Mais pourquoi t'écrirais pas ton propre livre?» Et comme c'était aussi une demande très forte des stagiaires que j'avais en formation d'avoir, de la littérature en français en yoga nidra et qu'il y en avait pas beaucoup, ou en tout cas pas beaucoup de qualité et non dogmatique, je me suis dit: «Bon bah allez, allons-y» et c'est vraiment, Luc qui a vraiment fait le travail, qui fait que le livre est publié aujourd'hui aux éditions First, puisqu'il avait lui-même publié son livre précédent, Manager comme un yogi là-bas. Donc je dirais que c'est quand même un le projet est grandement, né, grâce à Isabelle et Luc. Ah bah, super, bah, félicitations, hein. Merci. Dans ce livre justement, tu as pas mal de témoignages. Oui.
autour de thèmes, voilà, comme la créativité, l'amélioration du sommeil, une aide pour dépasser des blessures ou l'impact sur l'homéostasie. Donc en fait, j'avais une petite question. Est-ce que tu peux choisir un des exemples et nous en parler en quelques mots? C'est très illustré de témoignages. Mmh. Ah oui, il y a beaucoup de témoignages dans le livre, ça me semblait important pour parler, voilà, de gens, bien réels, bien concrets. Alors dans le livre, il y a des témoignages de personnes que je connais bien, puisqu'il y a Hortense Laurent et Amarante d'équipe qui m'assistent sur, mes formations, qui sont des personnes que j'aime beaucoup et que d'ailleurs j'en profite de remercier à nouveau pour leur contribution. Heu, par exemple, si on prend, Hortense, donc qui fait de la peinture dans sa vie, qui est peintre, qui fait d'ailleurs des très jolis yoga nidra, en utilisant bien ses compétences de peintre. Par exemple, Hortense parle pas mal, comment on peut éveiller la créativité, par des petits jeux de l'esprit, par le biais du yoga nidra et assez clairement, je dirais, il y a des types de yoga nidra qui vont vraiment nous faire jouer et nous faire travailler notamment sur les paires d'opposés pour arriver à générer quelque chose de nouveau, puisque, pour parler un petit peu technique, l'étape des paires d'opposés en yoga nidra ont vraiment pour vocation de nous faire repousser les limites du rationnel et nous faire faire des choses impossibles. Ou voir parfois, et c'est le cas parfois dans certains, yoga nidra d'Hortense, on peut ne pas comprendre une indication et en fait, c'est très intéressant de ne pas comprendre parce que ça nous oblige à aller ailleurs et à créer quelque chose en réponse, notamment lorsqu'on reste dans une écoute assez consciente. Donc il y a pas mal de pratiques de yoga nidra où d'une certaine manière, lorsqu'on se sent un petit peu, stagné dans sa vie, alors que ça soit dans la vie au quotidien ou stagné sur un projet artistique, hein, vous écrivez un livre et puis, vous n'arrivez pas à trouver la suite. Il y a des pratiques de yoga nidra un petit peu orientées qui vont vraiment permettre, d'arriver à trouver, l'élément suivant en sortant des choses très intellectuelles et de la réflexion pour aller vraiment sur des choses symboliques. Donc on va beaucoup travailler sur des formes, des images, des couleurs, des choses où on vous fait aller d'un point A à un point B, qui fait qu'à un moment, la conscience, c'est pas son langage et elle va vous quitter pour laisser, un petit peu plus de place, à l'inconscient et qui lui, est très, sensible, aux symboles. Et un petit peu comme dans le rêve, les rêves vont nous donner des informations, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que la pratique du yoga nidra va pouvoir vraiment éveiller un petit peu ça. De la même manière, un autre exemple qu'on peut prendre du livre, hein, qui est Amarande, qui est donc, psychologue clinicienne, elle va pouvoir, peut-être, travailler certains yoga nidra pour travailler, certains thèmes, douloureux et délicats de la personne et lui faire revivre, certaines émotions, mais à la lumière du présent qui permet de désenclencher ou, la force que le trauma a. Donc il y a un thème très fort en ce moment effectivement sur ce qu'est le trauma et comment le traverser, le travailler et le yoga nidra peut être, excellent pour ça. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y a une formation qui est lancée par le Yoga Pop sur le sujet qui connaît un très grand succès qui s'appelle le Trauma Sensitive Yoga, qui est une formation, que le Yoga Pop porte par le biais de la psychologue, Maria Karimov-Zwineberg, qui est basée à Agen, qui est d'origine néerlandaise et qui est vraiment une formation qui traite de ça. Qu'est-ce que le trauma? Comment on peut le travailler en yoga? Avec, certaines pratiques de hatha yoga et de yoga nidra. Donc dans le livre, il y a, le livre en fait, ce qui est le là où on pense notre projet être pertinent et intéressant, c'est qu'on a envie que ce livre soit une référence, mais qu'il fasse un état des lieux, donc qui donne un petit peu l'historique du yoga nidra, mais qui ait aussi une dimension pratique très forte puisqu'il y a beaucoup de QR codes pour pratiquer. On explicite très clairement quelle est la structure de la pratique et pas mal de ressources pour continuer, quoi. C'est vraiment dans l'idée d'un objet, livre qui est à la fois, pratique, pédagogique, historique et qui on espère, donnera beaucoup d'infos pour tout le monde. Pour le coup, ce livre, je l'ai pas lu d'une traite parce que c'est pas un Bien sûr, bien roman. sûr. C'est clairement un livre sur lequel on revient Mmh. dès qu'on a des questions ou peut-être quelque chose de spécifique. Puis le livre a aussi été pensé, pour être, j'ai envie de dire, un accompagnement ou quelque chose, postérieur, aux formations que j'anime. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, le livre, il prend sa place, en fait, dans un projet plus grand que le livre lui-même, puisque j'ai aussi lancé une application mobile pour pouvoir pratiquer le yoga nidra n'importe où sans être connecté, donc qui est disponible sur, Google Play et l'App Store. Donc le livre va aussi un peu avec l'appli. L'appli et le livre vont aussi avec les formations et le programme de formation que j'ai en yoga nidra, qui est pour le moment en 2 modules, mais où je suis en train de créer un troisième module pour, continuer à accompagner, les personnes qui transmettent cet état d'être et c'est vrai que voilà, c'est un projet global d'arriver à faire connaître cette pratique, la populariser, la rendre accessible au plus grand nombre et avec, voilà le sérieux qu'exige et requiert cette pratique parce qu'effectivement, c'est quand même vraiment important d'avoir une notion claire des enjeux, de ce qui peut se passer, de comment accueillir, les réactions des participants et puis, j'ai envie de dire aussi de se motiver à pratiquer soi puisque le constat est toujours le même. C'est, comment est-ce qu'on peut, transmettre quelque chose qu'on n'a pas traversé soi-même? Et Mmh mh. ça me semble vraiment extrêmement important, Ouais. d'être au clair qu'il faut, avoir une pratique, heu,
sérieuse, variée, régulière, d'avoir un vrai historique avec cette pratique pour être en capacité de le transmettre. Il faut que ça devienne juste un geste comme se brosser les dents, rien de plus. Quels sont tes projets là à venir? Là, tu viens de sortir le livre que tu as Mes projets, c'est coécrit. avant tout de générer un contexte positif pour l'arrivée de mon deuxième petit garçon qui est pour mi-décembre. Donc c'est d'arriver à Félicitations! merci, c'est d'arriver à surtout avoir une vie de famille, épanouie et de pouvoir, mettre la famille en numéro un, tout en continuant à arriver à poursuivre mes projets de formation puisque là, un des gros projets, c'est le montage d'un catalogue de formation pour le yoga pop avec une quarantaine d'intervenants, un programme assez riche. Donc voilà, c'est vraiment ce sur quoi je travaille depuis, quand même un certain temps. Mais voilà, le projet numéro un, c'est quand même l'arrivée de mon deuxième petit garçon, tout en continuant à m'occuper bien du premier et de la maman puisque ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est, très, très, satisfaisant, mais très, très épuisant et c'est là où le yoga nidra justement est aussi un super outil pour la parentalité et je pense que c'est d'ailleurs, si j'ai un peu de temps à un moment, je pense qu'il y aura un projet qui naîtra autour de ça parce que c'est vraiment un outil extrêmement précieux pour les parents, en dette de sommeil. Ah bah, je pense que ce sera très bien Ouais, accueilli. j'en suis persuadé. Je pense que c'est quelque chose à faire, mais voilà, les projets en vrai, c'est voilà, c'est vraiment l'arrivée de mon deuxième enfant, de continuer les formations en Yin Yoga et Yoga Nidra, d'arriver à ce que le Yoga Pop Bordeaux se porte bien aussi, le studio que je gère à distance. Et il y a la chorale à Marseille aussi qui démarre en début octobre. Donc ouais, ouais, c'est pas les projets qui Une ouais, chorale? une chorale de Mantra, à partir du 7 octobre, à Marseille. Là, on a déjà 12 choristes sur les 16 qu'on cherche, mais ouais, ouais. Ah Ça va super! OK, bon, bah, alors, projet à suivre, je suppose que tu en oui, tout parleras, à fait. en temps voulu. Bon, alors pour finir, dernière question, si tu avais une seule bonne raison de conseiller le yoga nidra à ceux qui nous écoutent, ce serait laquelle? Une seule raison, j'ai envie de dire, la meilleure raison, de faire une pratique de yoga nidra, c'est de pouvoir, éprouver le plaisir de ne rien faire et de sentir son corps, bien, tout simplement. Je pense qu'il y a c'est tellement efficace lorsqu'on se sent agité ou qu'on a mal quelque part ou qu'on se sent pas, à son pic, optimum de forme de faire une séance en 20-25-30 minutes, de pouvoir se sentir, calme, apaisé, tranquille, en paix avec qui on est, c'est quand même, c'est de la relax à pas cher, hein. C'est vraiment, vraiment, agréable. Beaucoup moins cher qu'un massage ou qu'une thalassothérapie, quoi. Donc la meilleure raison, oui, c'est le plaisir. Et ce sera le mot de la fin. Bon, C'est un très bon mot parfait. de la fin, c'est aussi celui du livre, donc parfait. En tout cas, Philippe, je te remercie vraiment. J'ai passé un super moment, j'ai appris plein de choses. J'aime beaucoup ton approche, vraiment merci pour, ce partage Bah, d'expérience, assez merci précieux. à toi Rim, de l'invitation et au plaisir d'échanger. L'épisode est à présent terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez me le dire en commentaire, vous pouvez laisser quelques étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix ou même le partager autour de vous. Surtout, n'hésitez pas à le partager. Je vous remercie pour votre aide et je vous dis à bientôt.